Et bienvenue dans le Moment MMA, émission de reprise. On a eu une petite semaine d'absence, je l'avais annoncé, mais aujourd'hui c'est le retour, le lundi 30 juin 2025, et on va faire le tour de l'actualité en commençant par revenir sur l'événement de ce week-end, l'UFC 317. Il y a deux autres vidéos qui vont sortir ou qui seront sorties au moment où vous écoutez celle-ci, qui sort elle à 17h ce lundi 30 juin. Une sur Ilia Topuria et une autre sur la réaction de Dana White à l'événement en général et aussi aux diverses annonces qu'il fait à chacune de ses conférences de presse. Je voulais commencer avec Renato Moicano, et oui, puisqu'il s'est incliné ce week-end justement face à Benel Dariush. Une défaite que j'ai pas vu venir, très honnêtement. J'avais Moicano en favori dans ce combat-là. Je voyais vraiment Benel Dariush sur le déclin, alors que Moicano, lui, d'après moi, avait sa place dans le top de la catégorie, hein. Peut-être aux portes du top 5, c'est ce que j'avais envie de dire avant le combat. Et Moicano, justement, a tweeté après sa défaite: c'est un jeu de détails, je serai de retour. Alors moi, ce combat-là, je comprends pas. J'ai pas l'impression que c'est Dariush qui le gagne, j'ai l'impression que c'est Moicano qui le perd. Au premier round, il a été un peu hésitant, debout Moicano, mais c'est quand même lui, d'après moi, qui faisait le combat. Il connecte Dariush très fort en fin de round. Je me suis dit, est-ce que une minute, ça va être suffisant pour Dariush afin de récupérer? On sait qu'il sort de prestations très moyennes, que son menton n'est plus ce qu'il était, hein, à Benel Dariush. Alors d'après moi, l'occasion était trop belle, et je pensais que Moicano allait commencer très fort au deuxième round. Malheureusement, il n'a pas fait ce qu'il fallait, il s'est retrouvé au sol, on l'a même vu lui, parfois dans le combat, essayer d'aller lutter avec Dariush. Très sincèrement, j'ai pas compris. La seule explication que je vois là-dedans, c'est qu'il y a eu une blessure qui l'a empêché de striker, parce que d'après moi, le salut pour Moicano ne pouvait venir que du striking, même si bien sûr, tout reste possible en MMA, mais je ne veux rien enlever à Benel Dariush, félicitations. J'ai vu qu'il avait parlé du titre, qu'il y croyait encore. Je pense très sincèrement que ça va être très compliqué pour lui, même si, une nouvelle fois, tout est possible dans le MMA. Il a aussi déclaré, hein, lors d'une interview pour Submission Radio, c'est un média australien, qu'il n'avait pas connu la victoire depuis un bon moment, qu'il revenait de 2 victoires et qu'il n'était pas sûr, hein, s'il avait perdu ce combat ce week-end face à Moicano, pas sûr de continuer sa carrière. Très honnêtement, je peux le comprendre. Sur cette carte, on a aussi vu Joshua Van continuer son ascension en battant le classé 1 Brandon Royval. Petit historique quand même avant. Joshua Van, c'est le gars qui a le vent en poupe en ce moment. Il avait combattu il y a seulement 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Là, il prenait Royval. Royval, à la base, devait affronter il y a quelques semaines, quelques mois, Manel Capé. Malheureusement, il souffre d'une commotion cérébrale à l'entraînement. Il décide de se retirer. Le combat est de nouveau prévu contre Capé, et c'est Capé cette fois qui se blesse au pied. J'avais partagé la vidéo sur mes réseaux, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, abonnez-vous aussi à mon Patreon, c'est gratuit et vous avez des formats podcast ainsi que des formats écrits parfois. Donc on se retrouve avec Royval contre Joshua Van. Van qui prend le combat au pied levé seulement 3 semaines après avoir déjà combattu. Royval, on le sait, c'est un poison pour n'importe qui dans la catégorie. Un cardio de dingue, un combattant complet, bon debout, bon au sol, bon partout. Alors moi je me posais quand même une question avant ce combat-là. Quand tu reviens d'une commotion cérébrale très sévère, on en avait parlé dans les émissions précédentes, il a tout changé dans son camp d'entraînement pour se remettre le plus vite possible, jusqu'à changer sa nutrition. Rappelez-vous, tu prends un combat comme ça contre Royval, il faut y aller, il faut être en forme. Lui, il était forcément diminué quand tu as combattu 3 semaines avant. Il y a forcément des petites blessures liées au camp d'entraînement, liées au combat en lui-même. Et il réussit à s'imposer un combat dans la douleur, très sincèrement. Avant qu'il envoie Royval au tapis à la fin du combat, j'avais Royval devant. J'adorais le travail de jab de Royval, très puissant. La tête de Joshua Van, elle bougeait à chaque fois. Ça pouvait nous rappeler un peu, dans une moindre mesure, les jabs de Kamaru Usman à la grande époque. Ce qu'on peut reprocher à Royval, c'est de ne pas avoir été chercher le sol. Alors à Van aussi, hein. Dans le troisième, je me suis dit, attention Van, t'es en train de prendre du retard, essaye peut-être un takedown, on sait jamais. Même si en face c'est Royval, ça aurait pu être une solution, pardon. Finalement, ça ne l'a pas été, il n'a pas eu besoin de ça. Erreur peut-être de Royval de se livrer autant en fin de combat et de prendre des risques. Certains me diront il en avait besoin, c'était très serré. Je peux l'entendre aussi.
J'ai eu l'impression que Royval sortait souvent les mêmes combinaisons. Alors peut-être que ça n'est qu'une impression, mais ça a peut-être permis à Joshua Van de pouvoir le lire un peu plus facilement. Et puis sinon, un très beau combat. Dana White a été fan, hein, j'en parlerai dans la vidéo dédiée à ça. Et je pense que les deux ont marqué des points. Et Joshua Van, il est très fort possible, vous le verrez toujours dans cette vidéo dédiée aux annonces de Dana White, qu'il soit le prochain challenger à la ceinture. Et si c'est le cas, il deviendrait le premier combattant né dans les années 2000 à avoir sa chance à un titre au sein de l'UFC. Alexandre Pantoja en co-main event s'est débarrassé, je pense que c'est le mot, de Kai Kara France. Il ne lui a laissé aucune chance. Pantoja, c'est vraiment très particulier. Alors son sol est terrible, hein, son cardio est terrible, même si son langage corporel parfois peut laisser penser qu'il est cramé, un peu comme Dustin Poirier, hein, qui souvent à la fin des rounds met les mains sur les genoux, pendant le combat tu le vois secouer la tête, etc. Et pourtant c'est des gars qui sont toujours là, ils peuvent faire les 5 rounds, leur langage corporel peut-être les trahit un peu parfois, mais pourtant il y a toujours de la réserve. Par contre Pantoja debout, je le trouve toujours brouillon, je trouve qu'il prend des risques, je comprends pas toujours ce qu'il fait, mais j'ai l'impression que ses adversaires non plus ne comprennent pas toujours ce qu'il fait, et que ça marche, quand tu le vois rentrer, parfois même les low kicks qu'il met, hein. Des fois il a les mains basses, il frappe dans la jambe de son adversaire, comme s'il frappait dans un ballon de foot, mais pourtant c'est efficace, et je pense que dans le cas de Kai Kara France, il lui a tellement fait mal au sol dans le premier round, que l'autre ne voulait plus y retourner dans le second, et du coup il avait les mains basses, ça laissait de la place pour envoyer des frappes. Je pense que Kai Kara France était totalement perdu. Je l'avais dit avant le combat, je pense que Kai Kara France n'était pas le plus méritant. Maintenant, tant mieux pour lui, hein, c'est une catégorie qui est extrêmement fournie. Avec Joshua Van qui arrive, ça fait un de plus, parce que Royval derrière, il n'est pas cramé, il est toujours là aussi. Donc une catégorie de dingue, et être le champion de cette catégorie en étant sur 5 défenses de titre, c'est énorme. Et d'ailleurs, on l'a interrogé, Pantoja, sur sa situation, surtout sur le classement pound for pound. Bon, ce qu'il dit, hein, c'est que d'après lui, ce classement n'a que très peu d'intérêt. Il peut comprendre qu'un gars comme Islam Makhachev soit devant lui, mais lui, c'est quand même 5 défenses de titre, comme je l'ai dit, 8 combats consécutifs sans avoir connu la défaite. Les chiffres ne mentent pas, comme il le dit. Et puis ce qu'il ne comprend pas, c'est que tu as un gars comme Jack Della Maddalena, qui vient seulement de devenir champion chez les poids welter et qui est classé devant lui. Le classement, c'est un peu une histoire sans fin, j'ai envie de vous dire. On revient dessus à chaque fois, on ressasse les mêmes choses. Vivement que Dana White mette son nez là-dedans. On a aussi le combat de Talbot. J'ai trouvé que c'était un beau combat de retour pour lui, hein, c'était un piège aussi. Tu prends un gars qui n'est pas du tout un gros nom en la personne de Lima, forcément c'est très risqué. Un combat très ouvert, j'ai trouvé. Les deux ont parfois pris des risques, parfois fait des erreurs, et ça a rendu ce combat très intéressant à suivre. Et je pense que pour le mental de Talbot, c'est très bon, parce que c'était pas gagné, il y a eu des phases compliquées, mais il a réussi à vaincre cette adversité et à revenir. Je ne sais pas si on parle du prochain champion, est-ce qu'on parle d'une future superstar, je ne sais pas. Je ne pense pas très sincèrement, mais en tout cas, il faut quand même saluer son travail. Sortons de cette UFC maintenant, et direction Tom Aspinall. Et oui, depuis une semaine, alors j'étais pas là malheureusement, c'est tombé. Il semblerait que ça y est, John Jones soit à la retraite. Je vous le dis, tant qu'il n'y a rien de signé, tant que je n'ai pas le prochain combat de Tom Aspinall qui est officiellement annoncé par l'UFC, avec la ceinture incontestée en ligne de mire, j'aurai des doutes. Bien sûr que j'aurai des doutes à ce sujet. Et Tom Aspinall, alors il a appelé pourquoi pas Cyril Gane à venir l'affronter. Ce qu'il dit, c'est que Gane l'a évité pendant un moment, lui a un peu manqué de respect, et donc il aimerait enfin croiser le fer avec le Français. Magnifique opportunité pour Cyril Gane. Vous verrez que ce n'est pas forcément l'idée que Dana White a en tête. En tout cas, il n'en a pas dit plus à ce sujet. L'Anglais nous apprend aussi que son objectif en tant que champion, ce serait de battre tout le top 10 de la catégorie. Magnifique, on ne peut pas lui reprocher, un champion qui règne, un champion qui prend les contenders les uns après les autres, et il ajoute, sur les 10 combattants du top 10, j'en ai déjà battu 5, donc il ne m'en reste plus que 5 à prendre. En réalité, c'est totalement possible. Maintenant, je pense que bien sûr, le top 10 va bouger d'ici là. Il a aussi parlé de Jailton Almeida, il ne l'a pas encore affronté, et ça pourrait être très intéressant. Et aussi d'Alexander Volkov. Volkov, il l'a déjà battu, mais il a eu de très bons résultats dernièrement, malgré la défaite contre Cyril Gane. Certains pensent qu'il a remporté ce combat, d'ailleurs, qu'il s'est fait voler par les juges. Donc c'est vrai que Volkov est dans la discussion. S'il grille la priorité à Cyril Gane, ce serait quand même très dur pour le Français.
Maintenant, ça n'est pas impossible. Et puis forcément, il n'a pas oublié John Jones, qui d'après lui peut passer devant tout le monde à n'importe quel moment. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui. Le Français Oumar Sy devrait être de la partie à l'UFC Paris le 6 septembre et il devrait affronter Branson Ribeiro et une ancienne combattante de l'UFC, Holly Holm, qui est passée à la boxe anglaise, a remporté son combat ce week-end. Ça faisait 12 ans qu'elle n'avait pas boxé, donc 12 ans qu'elle n'avait pas pris. Bien sûr, c'était sa première victoire en 12 ans. Je crois qu'elle a fait un combat il y a quelques temps en anglaise, je ne suis pas sûr, vous m'excuserez là-dessus. Le but de cette info-là, c'est de vous dire que Holly Holm, ancienne combattante de l'UFC, ancienne championne, celle qui a mis ce high kick à Ronda Rousey que tout le monde a vu, fait maintenant de la boxe anglaise. Elle a un âge quand même assez avancé. Je ne serais pas étonné qu'elle approche de la quarantaine, voire qu'elle ne l'ait pas dépassé. Elle a toujours un physique impressionnant. Et puis, elle réussit à prendre une victoire. Les amis, merci d'avoir suivi. Avant de nous quitter rapidement, on a eu Sean Strickland et Chris Curtis qui ont assisté à un événement de MMA, un événement local. L'un des combattants leur a manqué de respect. À la fin du combat, ils sont rentrés dans la cage, ils l'ont frappé, ils lui ont couru dessus. Je vais essayer de vous trouver la vidéo en bonne qualité et de vous la mettre. C'est signé Sean Strickland, il avait l'air super énervé sur la vidéo. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ça m'a fait sourire, donc je vous la partage. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux et je vous dis 2 autres vidéos vont sortir entre aujourd'hui et demain. Une consacrée à la performance d'Ilia Topuria, c'est un nouveau format, j'espère que ça vous plaira. Et une autre aux réactions de Dana White. Vous me direz ce que vous en avez pensé et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, soit de ce nouveau format qui vous aura plu, soit ce qu'on fait d'habitude, réservé à l'actualité du MMA. D'ici là, portez-vous tous très bien, salut.